Prenez-vous au sérieux vos projets. Si vous fixez votre objectif, vous dites-vous, je vais essayer de le réaliser. Non, si votre objectif vous paraît vraiment enthousiasmant, s'il vous tient à cœur, vous décidez de le réaliser. Et vous avez raison. Le verbe dangereux, essayer, contient en lui une charge d'échec. Je vais essayer, mais je sais bien que je n'y arriverai pas. Il contient aussi toutes les excuses nécessaires pour vous donner bonne conscience après l'échec. J'ai essayé, j'ai fait tout ce qui est humainement possible, et même je savais que ça ne marcherait pas. Avez-vous vraiment fait tout? Et si votre vie avait dépendu de vos résultats, ne croyez-vous pas que vous auriez pu faire un peu plus, et même beaucoup plus? Vous n'auriez même pas envisagé une seconde d'essayer. L'alpiniste essaie-t-il de grimper au sommet? S'il décide d'essayer, il décide de s'arrêter au premier obstacle difficile. S'il a employé le verbe « essayer », il a presque nécessairement ajusté son attitude en fonction du verbe, car ce mot nuisible renfermait la prévision de son échec et une excuse toute prête. Telle est la puissance des mots que nous employons. Le simple choix de l'un ou de l'autre peut révéler notre décision inconsciente. Il peut déterminer l'attitude que nous allons adopter et l'attitude, quant à elle, engendre le résultat presque automatiquement. Vous le voyez, les mots que vous employez peuvent engendrer vos résultats. Si vous observez les gens qui utilisent beaucoup de mots vulgaires et péjoratifs, par exemple au sujet de l'amour, du sexe opposé, de l'argent ou du travail, vous constaterez sans doute qu'ils ne réussissent pas grand-chose dans les domaines ainsi décrits. En fait, ils se trahissent sans le savoir. Pourquoi ? Parce que chaque mot qu'ils prononcent déclenche en eux un sentiment correspondant, une vision, et cette vision les influence plus tard, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors faites bien attention aux mots que vous utilisez. Ils vous marquent à long terme et vous influencent sans que vous ne le sachiez. Combien de mots savez-vous ? Combien en comprenez-vous? Combien en utilisez-vous? Combien en apprenez-vous chaque semaine? Plusieurs enquêtes ont été conduites sur le vocabulaire des dirigeants, le vocabulaire des hommes et des femmes qui occupent une position élevée dans la société. Ces enquêtes convergent vers un résultat identique et remarquable. Plus nous montons dans la pyramide de la réussite, plus notre vocabulaire se révèle riche, diversifié, précis. De telles recherches ne peuvent que vous passionner. N'avez-vous pas décidé de franchir, vous aussi, les gradins de la pyramide afin d'atteindre le niveau correspondant à votre objectif et à votre succès? Un niveau au sommet ou presque au sommet. Bien sûr, les résultats de l'enquête admettent des exceptions. Ils n'ont qu'une valeur moyenne. Mais elles se confirment, quel que soit le pays étudié, quel que soit le genre d'entreprise et d'organisme. Les gens qui sont au levier de commande disposent d'un vocabulaire particulièrement riche et plus ils montent les niveaux de la hiérarchie, plus abondant ce vocabulaire apparaît. C'est une tendance nette, répétée, indiscutable. Ainsi, dans la plupart des cas, le directeur maîtrise un vocabulaire légèrement inférieur à celui du président et nettement supérieur à celui du chef de service. Une découverte vraiment étonnante. Pourquoi les possesseurs d'un riche vocabulaire accèdent-ils au niveau supérieur? L'enquête ne répond pas vraiment. Le vocabulaire s'est-il gonflé parce que les gens étudiés occupent des postes de décision, ou bien ces gens ont-ils grimpé parce qu'ils disposaient au départ de ce vocabulaire étendu? Un sondage donne une indication. Il a été effectué sur les étudiants d'une université et répété tout au long de leur carrière professionnelle. Ceux qui disposaient au départ du plus grand bagage verbal ont obtenu peu à peu les pouvoirs et les revenus les plus élevés. Voilà un constat brutal, simple, mais général, et il s'applique à nous tous. La richesse actuelle de notre vocabulaire reflète nos chances actuelles d'accéder au niveau élevé de la hiérarchie. Dans une mesure appréciable, elle reflète aussi notre chance actuelle au succès. Loin de vous inquiéter, cette relation entre les mots connus et la réussite probable ne peut que vous réjouir. Elle offre une échelle merveilleuse, elle vous suggère un moyen d'influencer très favorablement votre avenir. Notre vocabulaire actif, celui que nous employons, et notre vocabulaire passif, celui que nous comprenons mais n'employons pas, sont influencés par notre niveau de préparation. Pourtant, bien des gens ont atteint des positions enviables, malgré une culture, sinon médiocre, du moins moyenne. En vérité, leur vocabulaire, et surtout leur vocabulaire actif, était devenu largement supérieur aux connaissances dont ils avaient disposé au départ. Ils avaient pris de l'avance sur leurs connaissances. Pourquoi ? Ne croyez-vous pas
que plus la situation que vous atteignez est dominante, plus vous avez besoin de communiquer avec précision, plus vous avez besoin de penser votre communication. Et votre vocabulaire représente les briques avec lesquelles vous construisez vos pensées et vos phrases. Plus les briques sont nombreuses et diversifiées, plus les pensées et les phrases peuvent s'affiner et se particulariser. Plus vous êtes capable d'exprimer des idées originales, car vos idées, elles aussi, se construisent avec les briques de votre vocabulaire. Pour imaginer et pour diriger, votre vocabulaire est beaucoup plus important que votre culture. S'il vous semble que vos briques sont un peu celles de tout le monde, vous pouvez toujours blâmer l'homme ou la femme que vous étiez jusqu'à présent. Mais en vérité, vous n'avez personne à blâmer, car cet homme ou cette femme ont disparu. Non seulement ils ont disparu dans le passé, mais en plus dans un passé auquel vous avez renoncé. Par contre, il convient de penser à l'homme ou à la femme de demain et d'enrichir dès aujourd'hui votre vocabulaire. Prenez l'habitude de noter à chaque lecture les mots que vous ne comprenez pas. Cherchez-en le sens dans le dictionnaire et mettez-vous à les employer. Ne les gardez surtout pas au niveau du vocabulaire passif, que vous comprenez seulement. Il semble que seul notre vocabulaire actif soit déterminant dans notre position hiérarchique. Introduisez les mots nouveaux dans vos écrits et dans vos conversations. Un mot utilisé 5 fois seulement passe au niveau actif. Il vous appartient pour la vie. Si vous le voulez, vous allez élargir considérablement ce vocabulaire actif et fixer la nouvelle altitude où vous voulez vivre. Plus votre vocabulaire est volumineux, plus il est différent du vocabulaire de tout le monde. Plus vous vous élevez. Bien sûr, le nombre des mots ne suffit pas. Il faut que les connaissances suivent, mais vos connaissances sont également constituées des briques du vocabulaire. Et puis, votre attitude curieuse vis-à-vis des mots engendre la même attitude vis-à-vis des connaissances. Condillac a laissé une pensée pleine de sagesse. Écoutez-la. Voulez-vous apprendre des sciences avec facilité ? Commencez par apprendre votre langue. Et puis n'oubliez pas que lors des conversations, vous exprimez vos connaissances par votre vocabulaire. Vous êtes jugé en fonction de ce que vous dites et plus encore en fonction de la manière dont vous le dites. Libre à vous de décider aujourd'hui que chacune de vos conversations futures soit une réussite. Une recommandation. Jetez dans vos conversations tous les mots nouveaux, mais faites attention qu'ils ne vous trahissent pas. Combien de gens emploient à contresens des mots qu'ils connaissent mal ? Assurez-vous du sens exact de chaque mot nouveau, alors il vous servira avec loyauté. À votre naissance, le savoir existait et vous attendait pour que vous en preniez la part qui vous convient. Les mots vous attendaient aussi. Peu à peu, ils sont venus identifier les découvertes de votre enfance. Comme des étiquettes, l'expérience vous les a fait poser sur les objets dont vous preniez conscience, sur les êtres, les sentiments, les émotions et même les attitudes. Vous aviez peur et votre mère vous disait « il ne faut pas avoir peur ». Vous avez ainsi appris à relier l'objet au mot, le sentiment au mot. Cette liaison, vous l'avez renforcée car 1000 fois le même mot a été associé au même sentiment. Les mots mariés à des sentiments ou des émotions, vous avez appris à les utiliser pour déclencher de l'émotion chez les autres. Si vous disiez à un camarade de votre âge « attention, tu vas avoir peur », il avait déjà un peu peur. Si vous deviez monter seul au grenier et vous disiez à vous-même « je vais avoir peur », vous aviez déjà peur, car les mots ont cette puissance. Ils vont chercher les sentiments dans l'inconscient. Ils sont des déclencheurs d'émotions et d'attitudes, aussi bien pour les autres hommes que pour nous-mêmes. Nous savons que le mot « essayer » est un déclencheur d'une attitude d'échec. Il n'est pas le seul à bannir de notre vocabulaire. Le mot « on », le pronom « on », représente un autre mot nuisible. « On a toujours fait comme ça », disent les moutons. Qui est « on » ? Est-ce tout le monde ou seulement une certaine masse anonyme et irresponsable ? Les gens qui abusent du « on » tendent peut-être à s'identifier à cette masse dont il est si facile de copier le comportement moyen, c'est-à-dire médiocre et fondé sur une absence de décision. Mais dans leur esprit, ne croyez-vous pas que « on » signifie « tout le monde » ? Les maniaques du « on » voudraient dire « tout le monde a toujours fait comme ça ». De quel droit l'affirment-ils ? Qu'en savent-ils ? Beaucoup de gens, des millions, des milliards n'ont sans doute pas fait comme ça, quel que soit le comportement considéré. Voici d'autres mots nuisibles, toujours, jamais et tout. Je n'ai jamais de chance. Vous avez toujours raison, j'ai tout essayé. Vous savez bien que l'absolu contenu dans de tels mots est un mensonge.
Mais le plus grave n'est pas la malhonnêteté qu'ils expriment, c'est la paralysie qu'ils déclenchent en nous. Pourquoi discuter, puisque vous avez toujours raison? Pourquoi entreprendre une véritable action, puisque j'ai tout essayé? Mon échec ne saurait m'être imputé, puisque je n'ai jamais de chance. Voyez-vous combien ces mots appartiennent à un vocabulaire de perdant? Pour vous en convaincre, il suffit de regarder autour de vous qui les emploie, les répète et en abuse. Soyez très modérés dans leur usage et surtout très réfléchis. En guise d'exercice, vous pouvez dresser votre liste particulière des mots nuisibles. Commencez donc par impossible. Quel mot superbe! Maintenant, ne croyez surtout pas que les mots aient le seul pouvoir de déclencher une attitude négative. Dans votre réussite, vous allez au contraire employer de nombreux déclencheurs verbaux positifs, des slogans par exemple. Ils sont tellement utiles et tellement puissants que je voudrais que vous les disiez avec moi. Faites-les passer dans vos habitudes verbales. Aujourd'hui, un grand jour. J'y suis, j'y reste. Allons-y. En avant toute, l'imagination au pouvoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Bravo, bien joué. C'est magnifique. Ça va marcher. J'ai beaucoup de chance. Je fais bien ce que je fais. Les mots et les slogans sont les déclencheurs les plus puissants dont l'homme dispose sur lui-même et sur les autres. Les mots et les slogans ont mobilisé des peuples entiers. Peut-être les héros sont-ils morts, moins pour les causes magnifiques que pour les slogans enthousiasmants. Prenez les slogans qui se révèlent vos déclencheurs les plus puissants et les plus positifs. Fabriquez-les s'ils n'existent pas encore. Prenez l'habitude de les associer à des situations où vous réussissez, où vous êtes dynamique, sûr de vous et créatif. Grâce à la toute-puissance de l'habitude, vos slogans suffiront bientôt à déclencher la bonne attitude quand vous en aurez besoin. Oui, vos slogans ont la capacité de libérer beaucoup d'énergie en vous et même de vous entraîner vers vos buts. Je connais un homme qui, dans ses prises de décision, a l'habitude de prononcer son slogan personnel sur un ton modeste mais ferme. Le voici. Je voyage en première et pas seulement dans le train. J'en conviens, le slogan paraît orgueilleux, mais il est surtout magnifique et utile, car son auteur s'est bien rarement contenté d'une seconde place dans la vie. C'est un slogan de gagneur, de quelqu'un qui a décidé, vraiment décidé, de ne pas être un homme ordinaire. Et vous avez pris, vous, la même décision. Chacun de nous possède un certain nombre de mots préférés. Il les emploie plus souvent. Ce sont ses mots à lui. Il reflète son expérience, ses idées, son savoir, ses espoirs. Lorsque vous discutez avec une personne, soyez attentif aux mots qu'elle emploie. Ces mots-là sont très importants pour elle. Reprenez les mêmes mots pour répondre. Pas les mêmes idées, les mêmes mots. Chez cette personne, le mot choisi est puissamment relié à l'idée qu'il exprime. Il a laissé une trace dans l'inconscient. Il est le mot de votre interlocuteur. C'est le moyen qu'il vous tend, sans le savoir, pour atteindre sa pensée et sa compréhension. Reprenez-le. Ainsi allez-vous améliorer la communication. Vous aurez l'assurance que les bonnes étiquettes, les étiquettes les plus puissantes, vont frapper directement à la bonne porte, vont renforcer la pensée en cours, vont déclencher une action, vont libérer de l'énergie. Ce concept se révèle si important dans la communication qu'une autre cassette le reprend et le développe. Revenons à vous. Si vous apparteniez à la moyenne des gens, vous feriez passer chaque année 5 mots nouveaux dans votre vocabulaire actif. 5 mots seulement. En toute une vie, vous n'ajouteriez que 200 mots à ceux de votre enfance. Mais en entrant dans l'élite des personnes qui ont pris l'habitude de se perfectionner, vous pouvez faire vôtre jusqu'à 5 mots nouveaux par semaine, 50 fois plus. En effet, à l'esprit curieux, chaque mot nouveau en ouvre une dizaine d'autres. Votre découverte va aller en s'élargissant. Comment alimenter cette découverte? Lisez, oh pas forcément beaucoup, et pas seulement le journal, mais lisez régulièrement, disons 15 à 20 minutes par jour, 15 à 20 minutes tous les jours, et pas n'importe quoi, quelque chose d'enrichissant. C'est une règle de vie, une habitude, et elle devient rapidement indispensable à votre équilibre et votre succès. Elle vous permet d'absorber plusieurs dizaines de livres chaque année et toute une bibliothèque dans votre vie. Lisez activement, en prenant de temps à autre des notes. Ainsi pouvez-vous mémoriser et utiliser vos découvertes.
Pour la plupart, les gens qui réussissent lisent régulièrement et ils parlent de leur lecture. Votre conversation va devenir, encore plus qu'aujourd'hui, une projection généreuse de vous-même. Vous serez tenté de faire profiter les autres de ce que vous savez et de ce que vous aimez. La bouche parle de l'abondance du cœur, a dit saint Matthieu. Elle parle aussi de l'abondance de l'esprit. Avez-vous remarqué combien les gens qui maîtrisent un riche vocabulaire s'affirment aisément dans un groupe? Avez-vous noté comment les phrases bien construites affermissent leur autorité et leur rayonnement? La parole distingue de tels gens au sein de la masse et elle les désigne au succès. Pour succématiser vos lectures, accompagnez-les de notes, relevez les mots nouveaux et les idées importantes. Peut-être allez-vous constater dans quelques mois que jusqu'à présent, vous ne saviez pas vraiment lire. Vous aurez décuplé les bénéfices de cette faculté unique de l'homme et vous en serez émerveillé. Vous serez émerveillé par les résultats. Abel Herman a écrit « Les individus les plus dissimulés se trahissent par leur vocabulaire et leur syntaxe. » Notre connaissance imparfaite du français représente bien la faiblesse que nous ne pouvons pas dissimuler. Elle apparaît chaque fois que nous ouvrons la bouche. Vous qui avez la chance de pratiquer une des langues les plus belles et les plus riches, vous n'allez surtout pas vous trahir par une maîtrise imparfaite de cet outil. Lisez régulièrement des sujets d'intérêt général. Comme chacun d'entre nous, vous êtes certainement captivé par de tels sujets. Au moins un. L'histoire contemporaine, par exemple, ou la conquête spatiale, le cinéma, les techniques de navigation ou l'histoire des sports. Qu'importe le sujet, il doit correspondre à une curiosité particulière et profonde chez vous. Il doit vous passionner. Prenez des notes. Formez l'habitude de la persistance dans l'étude et du travail systématique. Devenez un spécialiste du sujet. Affermissez votre autorité et la confiance en vous grâce à ce domaine qui vous est agréable, donc facile. Il est très important pour votre image de vous-même que vous soyez fort dans un secteur du savoir humain. Cette image grandit votre ardeur face aux autres domaines du savoir et face à votre succès. Le sujet de lecture le plus important, votre métier. Dévorez les livres relatifs à votre métier. N'admettez pas que quiconque sache et accomplisse votre métier mieux que vous. Celui d'aujourd'hui et plus encore celui élargi vers lequel votre réussite vous dirige. Construire votre réussite relève moins d'une science que d'un art. Un art ne s'apprend pas vraiment, il s'acquiert. L'art de votre réussite s'acquiert par la répétition des attitudes de la réussite. Les gens au sommet de la pyramide, les gens favorisés, brillent en particulier par l'élégance et la richesse de leur langage. Adoptez leur attitude face au langage. Transformez-le en instrument que vous maîtrisez et qui vous élève. Adoptez leur attitude face au savoir. Transformez-le en territoire à conquérir. Avancez tous les jours un peu plus loin. Grâce à une conquête quotidienne, assurez la réussite de chaque journée de votre vie. Alors il n'est aucune entrave, et surtout pas votre niveau de départ, qui puisse arrêter votre ascension. Sur la pyramide de la société, vous irez jusqu'à l'étage que votre objectif a fixé.